Ce didacticiel a pour but de présenter les principaux outils de Photoshop permettant la manipulation, la modification ou la retouche des images d'un fichier. Pour ces manipulations, nous partons d'un fichier composé de plusieurs images que vous pouvez récupérer en suivant le lien de la formation qui est proposé dans le descriptif de cette vidéo. Nous allons nous intéresser à deux palettes fondamentales de Photoshop. La palette outils située sur la gauche, qui propose tout un tas d'outils permettant de faire des sélections ou de retoucher les photos ou encore de zoomer sur l'espace de travail. Ainsi qu'il y a une palette fondamentale située en bas à droite de l'espace de travail, la palette des calques. Le menu Fenêtre, en haut de la fenêtre Photoshop, permet de lister l'ensemble des palettes qui sont disponibles dans Photoshop, et elles sont nombreuses. Vous remarquez que la palette des calques est cochée, confirmant bien que celle-ci est visible à l'écran. Si vous cliquez dessus, vous la masquez donc. Pour la retrouver, vous repassez par le menu Fenêtre et vous recliquez sur Calque. Intéressons-nous dans un premier temps à cette palette outils pour une brève présentation des principaux outils. Le premier outil qui est proposé par Photoshop est l'outil déplacement. Comme son nom l'indique, lorsqu'il est activé, il permet de déplacer des images ou des sélections d'images sur l'espace de travail. Juste en dessous, vous avez à disposition l'outil ellipse de sélection. Comme son nom l'indique, cette ellipse permet de tracer une ellipse de sélection pour sélectionner une partie précise d'une image sur l'espace de travail. Vous remarquez que sur chaque outil, il y a une petite flèche inclinée vers le bas qui indique, lorsque vous cliquez et maintenez le clic enfoncé, que cet outil se décline. Par exemple, l'ellipse devient le rectangle de sélection. Nous pouvons donc tracer un rectangle de sélection. Ces outils, associés à des raccourcis clavier, permettent de contraindre une sélection. Par exemple, en enfonçant la touche Maj du clavier, le rectangle de sélection devient un carré de sélection. De la même façon, l'ellipse de sélection, avec la touche Maj, devient un cercle de sélection. Pour annuler une sélection, nous pouvons directement cliquer dans la sélection avec l'outil de sélection. Autre raccourci clavier, la touche Alt permet de tracer une sélection par son centre. Ici, une ellipse par son centre. Ainsi, les touches Alt et Maj utilisées conjointement permettent de tracer une sélection par son centre en la contraignant. Une ellipse par son centre qui devient un cercle par son centre et un carré par son centre. En dessous, nous avons le lasso, ou le lasso polygonal, ou encore le lasso magnétique. Des outils de sélection plus complexes destinés à sélectionner des parties plus complexes d'une image. Ou encore, l'outil baguette magique, qui, d'un seul clic, s'il est bien paramétré, permet de sélectionner une partie compliquée d'une image. Tout dépend des paramétrages que vous lui offrirez depuis sa barre d'options. La barre d'options variera en fonction de l'outil que vous sélectionnerez. L'outil recadrage permet quant à lui de rogner l'image. L'outil pipette permet de prélever une couleur de l'image. Remarquez en bas de la palette outils la présence des deux petits carreaux qui indiquent respectivement la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan actuelle. Si avec l'outil pipette, nous cliquons sur une partie de l'image, nous prélevons cette couleur et vous remarquez que la couleur d'arrière-plan ou de premier plan se met à jour en fonction de la couleur prélevée. Il y a ensuite d'autres outils qui sont proposés, comme des outils de retouche, des outils de tracé, ou encore des outils pour supprimer des éléments d'une photo, et bien d'autres. Tout en bas de cette palette outils, nous avons deux outils intéressants car nous les utiliserons souvent, la main et la loupe. La loupe, fort logiquement, lorsque nous la sélectionnons et que nous cliquons sur l'espace de travail, permet de zoomer une image. Le principe est de pouvoir travailler avec plus de précision sur une partie délicate d'une photo ou d'une image. Un double clic sur l'outil main permet de revenir à un zoom taille écran. Le zoom est renseigné en bas à gauche de l'interface.
Un double clic sur l'outil loupe permet de passer en taille réelle, soit la taille 100%. Dès lors, l'outil main permet de déplacer une zone de l'image pour pouvoir travailler plus confortablement sur cette dernière. Intéressons-nous maintenant à la palette des calques. La palette des calques est un outil fondamental de Photoshop. Comme vous le remarquez, chacune des images situées sur l'espace de travail est placée sur un calque indépendant de la palette des calques. Les calques Photoshop sont identiques aux calques que nous utilisons pour faire des dessins, soit des feuilles transparentes, empilées les unes sur les autres, sur lesquelles nous réalisons différentes parties d'un même dessin, l'objectif étant de pouvoir agir sur une partie sans devoir intervenir ou avoir d'incidence sur une autre partie. Nous y reviendrons. Pour commencer les manipulations avec cette palette des calques, nous allons débuter ou commencer par la paramétrer. Pour plus de confort, en haut de la palette des calques, vous notez la présence d'un petit bouton de menu sur lequel nous cliquons et dans la liste, nous choisissons Options de panneau. Dans la boîte de dialogue, dans la section taille des vignettes, nous allons cocher l'option de la plus grande des vignettes et valider. De cette manière-là, la palette des calques, comme ici ils ne sont pas très nombreux, présente les calques avec une vignette suffisamment grande pour que nous puissions facilement faire la correspondance entre l'image de l'espace de travail et le calque auquel elle correspond. Pour commencer les manipulations, nous souhaiterions supprimer une partie de l'image du lait, par exemple avec une ellipse de sélection. Nous sélectionnons l'ellipse, nous traçons une ellipse sur le lait, et nous enfonçons la touche Supre du clavier. À notre plus grande surprise, rien ne se produit. En réalité, il s'agit de la bonne procédure. Le souci vient du fait que le calque sélectionné est le calque du carreau de chocolat. Nous agissons donc sur l'image du carreau de chocolat. Or, l'image du carreau de chocolat est située en haut à droite. Tout le reste est transparent. Ça veut dire que nous avons supprimé quelque chose qui n'existait pas. Pour supprimer une partie de l'image du lait ou agir sur une partie de l'image du lait, nous devons commencer par sélectionner son calque. Si maintenant nous enfonçons la touche Supre du clavier, vous remarquez effectivement qu'il s'est produit quelque chose. En apparence, la sélection s'est remplie de noir. En réalité, la sélection a supprimé la partie de l'image sélectionnée. Ce qui explique que cette sélection soit remplie de noir, c'est tout simplement qu'au travers de l'empilement des calques, à cet endroit, tous constitués de pixels transparents, nous voyons le calque fond noir. Pour désélectionner une sélection, nous pouvons directement cliquer dessus, ou encore passer par le menu Sélection, choisir Désélectionner, ou encore au clavier, réaliser la combinaison de touches CTRL-D. Pour annuler l'action précédente, nous pouvons passer par le menu Édition, Annuler, Désélectionner, c'est-à-dire l'action précédente. En revanche, pour revenir une action plus loin, il faudra choisir l'option Aller vers l'arrière ou, au clavier, CTRL-ALT-Z. En bas de la palette des calques, nous avons à disposition de nombreuses icônes qui nous permettent de réaliser différentes actions. Le calque lait étant sélectionné, si nous cliquons sur l'icône corbeille et que nous confirmons le message qui apparaît, nous supprimons tout simplement le calque du lait et l'image qui l'accompagne. Du coup, nous voyons le calque fond noir au travers de l'espace de travail. De la même façon, avec l'icône qui est située juste à sa gauche, nous pouvons créer un nouveau calque, vierge, qui va se positionner au-dessus du calque qui était actif. Nous allons voir que l'ordre d'empilement des calques est très important. Nous allons remplir une sélection d'une couleur sur ce nouveau calque. Toujours avec l'ellipse, nous traçons sur ce nouveau calque, un endroit arbitraire, une ellipse de sélection. Pour remplir cette ellipse, par exemple, de la couleur de premier plan, en l'occurrence ici le rouge, nous pouvons sélectionner dans la palette outils le pot de peinture et cliquer dans la sélection. Vous remarquez que le remplissage ne déborde pas de la sélection. Nous aurions pu choisir de remplir
cette sélection de la couleur d'arrière-plan, par exemple en cliquant sur la double flèche pour intervertir les couleurs de premier et d'arrière-plan, et en utilisant de nouveau l'outil pot de peinture, ou bien en réalisant au clavier le raccourci CTRL-SUPRE. De la même façon, le raccourci ALT-SUPRE permet lui de remplir de la couleur de premier plan. La sélection que nous avons remplie, comme vous le constatez, masque les images qui sont situées derrière elle. Car dans la palette des calques, l'ordre d'empilement est très important. Plus le calque est situé au-dessus, plus l'image sera située au premier plan. Plus le calque est situé en queue, plus l'image sera située en arrière-plan. Illustration. Nous cliquons et glissons le calque 1 sous le calque chocolat fondant. Vous remarquez dès lors sur l'espace de travail que une grande partie de son image est masquée par les images des calques situés juste au-dessus. Voyons maintenant comment il est possible d'agir sur plusieurs calques ensemble. Pour ce faire, nous commençons par sélectionner, par exemple, le calque chocolat et à l'aide de la touche CTRL, le calque chocolat fondant. Nous cliquons en bas à gauche de la palette des calques sur le petit lien, l'icône lier les calques. Vous constatez que des petits liens apparaissent en regard de chacun des deux calques sélectionnés. Si nous sélectionnons seulement le calque chocolat, que nous activons l'outil de déplacement, que nous cliquons et glissons sur l'espace de travail, vous remarquez que les deux calques sont liés dans leur déplacement. Si nous sélectionnons de nouveau ces deux calques, que nous supprimons ce lien en recliquant sur l'icône, que nous cliquons sur le calque chocolat fondant et que nous le déplaçons, cette fois-ci, il se déplace seul. Voyons maintenant à quel point il est simple, dans Photoshop, de réaliser une copie d'une image, ou plus précisément une copie de son calque. Le calque du chocolat fondant étant sélectionné, au clavier, nous réalisons la combinaison CTRL-J. Nous obtenons une copie du calque chocolat fondant copie. Nous allons déplacer cette copie au-dessus du calque chocolat. Du coup, son image chevauche celle du chocolat en arrière-plan. Nous pouvons lui attribuer une transparence à l'aide du paramètre opacité situé en haut de la palette des calques. Pour cela, il faut que le calque soit préalablement sélectionné. Illustration, nous sélectionnons, nous tapons 70 pour 70%, nous validons par entrée, et vous remarquez que l'opacité permet d'apporter une transparence à l'image qui permet de voir au travers de cette transparence l'image du chocolat située sur le calque en arrière-plan. Comme nous avons une copie du chocolat fondant qui, elle, n'a pas de transparence, cette transparence va fondre vers l'image d'origine qui sinon aurait été floue, située derrière elle. Voyons maintenant comment il est possible de renommer un calque. Nous avons tout à l'heure créé le calque 1, nommé automatiquement pour tracer une ellipse rouge. Pour renommer un calque, rien de plus simple, nous double-cliquons directement sur son nom. Du coup, une zone de saisie apparaît, nous tapons son nom, et nous validons par entrée. Vous remarquez depuis le début que dans cette palette des calques, dans la colonne de gauche, une petite icône matérialisée par un œil est en regard de chacun des calques. Cette icône permet tout simplement d'afficher ou de masquer un calque. Illustration, si nous cliquons sur l'œil en regard du calque ellipse rouge, celui-ci disparaît, se masque. Pour en avoir le cœur net, nous allons tout d'abord le remonter au premier plan, si bien que son image est parfaitement visible, puis le masquer. C'est une technique qui est très intéressante lorsque votre image est assez complexe, composée de beaucoup de calques, et que vous souhaitez épurer l'espace de travail momentanément pour vous concentrer sur des parties d'une image seulement. Voilà pour cette brève présentation des quelques outils.
toute la suite est donnée sur les autres supports de formation qui sont proposés sur le site bombage.fr.